sont les facteurs qui concourent au succès scolaire? Autour de la question, nous recevons ce matin le révérend Francis Tinona. Pasteur Francis, bonjour. Merci. À quel moment parler du succès scolaire? Dans n'importe quel domaine de la vie, on ne peut pas parler de succès si on n'a pas un objectif à la base. On doit avoir un objectif, on doit avoir donc un projet, des réalisations donc à accomplir. Et c'est à partir de là qu'on peut évaluer pour dire si on a pu atteindre ces objectifs ou pas. Si les objectifs sont atteints, on dit qu'on a connu un succès. Si les objectifs ne sont pas atteints, on dit qu'on n'a pas connu de succès. Alors dans le cadre scolaire, je crois que le succès réside dans le fait de réussir son année scolaire, d'avoir son examen et de passer en classe supérieure. Si cela n'est pas atteint, alors on ne peut pas parler de succès scolaire en ce moment. Quels sont donc les facteurs qui concourent au succès scolaire, bien sûr? En matière de scolarité, les facteurs qui concourent au succès scolaire sont déjà intrinsèques à l'individu, mais il y a d'autres facteurs qui sont des facteurs environnementaux. Facteur intrinsèque à l'individu, c'est justement l'application. Il faut qu'il étudie, il faut qu'il travaille. Il ne doit pas être là simplement en train de se tourner les pouces, à paresser ça et là, et en ne faisant aucun travail. Il doit travailler, il doit s'appliquer, il doit étudier. Il doit vraiment se donner de la peine pour parvenir à quelque chose. Dans le livre de Proverbes, au chapitre 21, au verset 5, il est écrit « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. » Donc si vous êtes diligent, vous êtes prompt à faire votre tâche et vous le faites de façon soigneuse, eh bien vous aurez les résultats attendus. Et à l'école, c'est exactement pareil. N'allez pas parler d'un Dieu que vous devez, qui vous demanderait de rester là, à ne attendre que les anges viennent vous aider. Non, ce n'est pas cela. Dieu veut que nous puissions travailler. D'ailleurs, il avait dit que l'homme gagnera son pain à la sueur de son front, ce qui exige donc le travail. Et un autre facteur, c'est les facteurs environnementaux. Dans quel environnement évoluez-vous? Je parle déjà de l'environnement familial. Si vous êtes au sein d'une famille où vous êtes entouré, vous êtes aimé, vous êtes encouragé, ces facteurs-là vont aider donc à aller plus loin dans le cadre scolaire. Si vous avez des parents qui ont un peu de moyens pour vous accompagner, donc ils vous payent des répétiteurs, des gens qui viennent vous accompagner à comprendre ce que vous ne comprenez pas, ça va être un facteur déterminant également pour réussir dans le cadre de votre scolarité. Si vous avez des parents qui ont assez de moyens et qui vous payent les documents nécessaires, les ouvrages, les livres que vous devez utiliser, ou même simplement une connexion Internet pour pouvoir faire votre fouille et vos recherches sur Internet, ça va être un facteur déterminant pour que vous puissiez réussir. Et il y a aussi l'école que vous fréquentez. Si vous avez des parents qui ont assez de moyens pour vous mettre dans une école qui est assez sérieuse, même si le coût est un peu élevé, mais c'est une école qui est assez sérieuse, alors là, également, ce sera un facteur très important et qui va vous aider donc à pouvoir réussir votre scolarité. Il ne s'agit pas simplement d'avoir une école qui fait 2 temps, hein, comme les gens se sont imaginés des choses pareilles dans la tête. Le sérieux n'est pas fonction du coût. Voilà, ce n'est pas ça. Il s'agit ici du sérieux que l'on met d'abord dans les enseignements, la qualité des enseignements qui sont donnés aux enfants. C'est ça qui fera justement un facteur de plus pour la réussite scolaire. Et il y a également, dans le cas des facteurs environnementaux, les amis que vous-même vous avez autour de vous, vous êtes avec qui? Si vous êtes avec des gens qui sont déjà des losers, des perdants, pardonnez-moi l'expression, hein, et qui en fait n'ont plus aucun espoir dans l'avenir, eh bien pour eux, la vie c'est de jouer à la Tom Sawyer. L'école ne les intéresse pas. Alors vous voyez, des amis de ce genre ne peuvent pas vous aider à aller loin dans votre cursus scolaire. Donc il faut avoir des amis qui ont eux-mêmes le goût de l'école, la volonté d'étudier, la volonté de s'appliquer, alors ça vous aidera à aller très loin. J'ai, dans mon passé, connu un ami, on était ensemble à l'école, nous étions en même classe d'ailleurs, 6e, mais même niveau je voulais dire, mais nous n'étions pas de la même classe, nous avions le même niveau, 6e. Et moi, j'aimais jouer au football quand j'étais tout petit, et donc il y a une chose que j'avais trouvée de très particulier chez mon jeune ami, c'est que quand moi j'ai joué au football, lui, il était assis sur un mur quelque part en train de lire un livre. Il ne se permettait pas de se distraire, de perdre du temps. Il devait lire quelque chose. S'il n'avait rien à lire, le niveau 6e, il prenait même le livre de CE2 et il le lisait pour s'approprier la façon, l'orthographe des mots, la grammaire et autres. Parce que dans ces livres-là, il y a des rappels de ce genre. Donc, il prenait son temps. Quand je quittais de mon jeu de football, en rentrant, je le trouvais assis sur un mur en train de lire. Ça me frappait. Et on était au coude à coude à l'école. On n'était pas dans la même classe, mais au même niveau. Quand lui, il avait 15 de moyenne, moi je devais avoir 12
ou 13, quelque chose comme cela. Vous voyez, il y avait un écart. Mais cet écart était dû au fait qu'il travaillait plus que moi. D'accord. Et ça m'avait vraiment profondément marqué mon jeune esprit, et je n'avais jamais oublié ça. Parce qu'une fois, je me posais la question, mais pourquoi lui, il était toujours en avance sur moi? Oui. Mais justement parce que lui, il prenait son temps à lire, comme moi, je prenais mon temps à aller jouer. Mais c'est vrai que je lisais aussi, mais je prenais aussi beaucoup de temps à jouer. Et si je pouvais éliminer un peu cela, ou modérer, ça allait donner des résultats encore plus importants. Et après, quand je me suis donc approprié la façon de faire de mon ami, et j'ai commencé à faire des 14 de moyenne. J'étais au-delà de cela. C'est justement cette application-là qui amène des résultats. Alors ne dites pas, et surtout ne venez pas dire à Pasteur Francis que je suis chrétien, Dieu m'aidera. Non, la parole de Dieu ne l'enseigne pas. La Bible dit que l'homme doit gagner son pain à la sueur de son front. Il faut que tu t'appliques, il faut que tu travailles. Et qu'en est-il des professeurs dans cette affaire Mais c'est pareil. Il faut que les professeurs s'appliquent. Et d'ailleurs, un professeur, un enseignant, un encadreur qui veut être performant doit continuer à se perfectionner tout le temps, chaque jour. Vous ne pouvez pas rester sur des vieilles méthodes, des choses empiriques. Et c'est là aussi une influence sur le succès de l'élève. Naturellement, ça a une influence sur le succès de l'élève. En fait, je veux dire que le professeur doit trouver des moyens de rendre les leçons et les notions plus accessibles aux élèves. Hier, en République du Congo, on avait ce qu'on appelait les GRP, donc les groupes de recherche pédagogique. Je ne sais pas ce que ces groupes-là ont produit et est-ce que ça existe encore, mais sinon à l'époque, ça produisait de bons résultats. On avait aussi l'INRAP, l'Institut national de la recherche pédagogique, je crois, qui travaillait à aider également les enfants parce qu'ils produisaient des fascicules qui étaient des facilitateurs pour la compréhension de certaines notions. Parce que dans ces fascicules-là, il y avait des résumés des cours. En tout cas, ce n'était pas le cours en tant que tel, c'était des résumés, on vous donnait les éléments clés de chaque notion, de chaque cours, et ensuite il y avait des exercices et des corrigés. Et c'était très important, très fructueux et très bénéfique. Mais je crois savoir que si les GRP étaient appelés groupes de recherche, c'était parce qu'en fait, il fallait faire de la recherche. Mais qui dit recherche, dit publication. Mais je ne sais pas trop qu'est-ce qui a été publié pendant tout ce temps. Parce qu'en fait, on devait publier des travaux de ces recherches-là. Et moi, je milite pour des recherches qui doivent amener les enfants à mieux comprendre comment on peut alors en fait résoudre certains problèmes, résoudre certaines occasions, résoudre certaines choses qui étaient difficiles à comprendre hier. Et c'est cela ce que l'enseignant doit rechercher. L'enseignant doit être un facilitateur. Ce n'est pas quelqu'un qui vient vous dicter un cours où il rabâche tout un livre. Il prend le Vuibert en physique, il vous rabâche tout. Qu'est-ce que vous allez faire avec? Mais dans ces conditions-là, demandez-moi d'aller acheter le livre, c'est tout. Or, il doit être un facilitateur. Il y a quelque chose à noter. Certains enfants disent que le cours qu'on donne sur fascicule, on comprend difficilement que le cours que soi-même on a écrit. En fait, lorsque vous suivez un cours, vous avez suivi un cours en classe, pour que le cours soit parfaitement maîtrisé, vous devez être capable de transformer ce cours en fiche, vous l'élève. D'accord. Fiche. Donc vous avez des fiches où vous avez vos cours là-dedans. Et je vous apprends, pardonnez-moi, le moyen haïssable, mais c'est comme ça que nous avons grandi. Bon, je me rappelle quand je préparais mon CE2, j'avais par exemple la feuille le papier ministre. Voyez-vous, j'avais partagé mon papier ministre en carrés. Et chaque carré pouvait avoir une histoire d'environ 5 cm, sinon 7 cm. Quelque chose comme ça, de côté. Et qu'est-ce que je faisais? Je prenais les notions clés de chaque leçon, en français, en histoire-géographie, je mettais là, les dates clés. Et donc, quand je révise ma leçon, je ne suis pas obligé de prendre le cahier que j'utilisais à l'école. Je prenais mes fiches. Donc, après avoir étudié mes leçons correctement, j'avais ces fiches-là qui étaient des résumés de ces leçons et qui permettaient alors de se remémorer très facilement toutes les notions donc, apprises à l'école. Il y a ça. Donc, l'élève doit être capable de monter des fiches de chaque leçon qu'il a donc eu en classe. Et quand il monte la fiche lui-même, vous voyez qu'en ce moment-là, il va être vraiment à l'aise avec cette leçon. Il pourra donc alors dire les choses avec ses mots à lui. Pas toujours les mots du professeur, ses mots à lui propres à l'élève et dire les choses qu'il faut. Et je dois dire aussi à nos jeunes gens qui nous suivent maintenant, actuellement sur Internet, il y a des sites qui vous offrent des fiches, donc déjà des résumés de chaque notion que vous avez donc en classe. Et je vous conseillerais de les utiliser parce que ce sont des facilitateurs qui vont vous aider à aller un peu plus vite parce que nous sommes dans un monde et dans une société où tout va très vite maintenant. La perte du temps n'existe plus. En tout cas, si vous êtes quelqu'un qui aime perdre du temps, je vous dis, vous n'avez plus votre place dans ce monde.
Dans ce monde où tout va très vite. Parlons de la responsabilité de l'élève dans cette réussite scolaire. Est-ce que vous pouvez conseiller le groupe de travail entre élèves pour des fins, effectivement, des réussites? Le groupe de travail, je ne peux pas les déconseiller. D'accord. Mais je ne peux pas les plébisciter. D'accord. Très honnêtement. Parce que quand vous dites groupe de travail, est-ce que vous y allez réellement pour travailler? Or, il y a des groupes qui se sont transformés en club d'amis. Quand ils arrivent, ils parlent de Messi, de Ronaldo, des stars de football et autres. Donc, ils perdent le temps à parler de ça. Mais ces gens-là dont vous parlez, ils ont déjà gagné leur vie. Ils sont millionnaires. Ils ont des maisons terribles. Vous êtes en train de parler d'eux. Vous avez quoi? Donc vous comprenez, nos enfants ne comprennent pas quelque chose. Aussi. Nous devons sortir de cette façon de faire. Ça, c'est un élément très important. Il y a aussi un autre élément avec ces groupes-là, c'est devenu également des pardonnez-moi, presque des boxons, où chacun a sa chacune. D'accord. Ils sont en groupe, mais dans le groupe-là, chaque fille a son copain et chaque copain a sa copine. Mais si c'est pour l'avenir, est-ce que c'est un problème? C'est juste pour l'avenir. Donc, vous parlez à la fois scolarité et sexe en même temps. Et vous pensez qu'il y a mariage entre les deux? On a réservé pour l'avenir, on dit bien pour l'avenir. Réservé quoi exactement? Chacun avec sa chacune pour l'avenir. Après les études, on sait que je serai avec celle-là ou avec celui-là. Mais qu'est-ce qui nous dit que vous allez réussir? Puisque nous sommes là pour travailler. Mais vous pouvez finir par être un clochard. Il y a encore un autre élément à prendre en ligne de compte avec ce groupe de travail. C'est que, en fait, les élèves qui se mettent ensemble, quel est leur niveau d'études? Il ne faut pas qu'on ait 2 élèves ou 3 élèves qui ne sont nuls dans une discipline donnée et qui se mettent ensemble pour former un groupe de travail. Ils vont former un groupe des idiots. Très souvent, c'est les meilleurs. Il faut donc qu'il y ait un mélange, c'est-à-dire quelqu'un, en fait, selon les disciplines, il faut qu'on ait quelqu'un qui est assez solide sur telle ou telle discipline et qui pourra être capable d'aider les autres. Et les autres aussi sont quand même assez équilibrés dans d'autres domaines, d'autres disciplines, et qui pourront aussi apporter quelque chose. Mais si tout le monde est nul, ça serait un groupe de nullards. Si tout le monde est meilleur, c'est encore bien. C'est encore mieux, en fait. Parce que vous allez avoir vraiment des réflexions très poussées, vous pourrez traiter des exercices beaucoup plus complexes et ça va aller plus vite parce que le foisonnement d'esprit est très vif à ce niveau-là. Donc, vous voyez, regardez la composition de votre groupe avant de vous établir dans un groupe donné et autorisez-vous une vraie discipline et interdisez-vous tout désordre ou toute direction qui ne cadre pas avec le but poursuivi. Le but poursuivi, c'est la maîtrise des notions et puis la réussite. Maintenant, il faut aussi noter que même dans un cadre tout à fait individuel, on doit étudier et travailler. Ne pensez pas que telle notion ou telle autre notion ne passera pas à l'examen. Ne vous autorisez pas cela. Travaillez comme si, en tout cas, ce sont toutes les notions étudiées au cours de l'année qui vont passer à l'examen. Parce que vous ne savez pas sur quoi vous serez interrogé. Aujourd'hui, vous le savez, les jeunes sont beaucoup actifs dans les églises. Et qui dit église, qui dit programme, beaucoup de programmes dans les églises. Un élève qui doit, comme ça, concilier l'école et les programmes de l'église, comment cela peut se faire? Est-ce qu'on peut toujours espérer une réussite? Vous savez, l'expérience des autres aussi enseigne. Je connais dans le passé un homme qu'on appelait Martin Luther, qui a d'ailleurs été utilisé par Dieu comme étant un messager, le messager de l'âge de l'église de Sardes, c'est-à-dire le 5e âge de l'église, et qui était un étudiant brillant. Le matin très tôt, il commençait par l'église. Il passait environ 1 heure de prière à l'église. Et après, il partait à l'université. Très brillant. Il a fini par sortir docteur. D'accord. Très brillant. Donc, en fait, l'église ne doit pas vous empêcher d'avancer avec votre scolarité. Mais qu'en est-il des programmes? Imaginez qu'un élève est dans plusieurs comités. C'est ça aussi la main d'œuvre dans l'église. Ce sont ces jeunes-là. Le pasteur de cette église doit être assez sensé pour comprendre que cet enfant-là qu'il est tenté d'utiliser à l'église appartient à une famille. Et sa famille compte sur lui pour qu'il réussisse. Et donc, il ne doit pas occuper cet enfant à des heures où il doit être en train d'étudier. S'il doit être en train d'étudier, il doit laisser cet enfant libre. S'il doit aller à l'école, il doit laisser cet enfant libre. S'il a des TD, des travaux dirigés à les faire, il doit laisser cet enfant libre. Nous devons être assez sensés. Écoutez-moi très bien. Pourquoi on nous critique si souvent ici en Afrique? C'est parce que nous mettons la charrue avant le bœuf. Nous avons tout inversé. C'est un monde tout à fait à l'envers. Parce que nous pensons que tout se fera par la prière. Non. Le Dieu de la prière, le Dieu de la Bible n'a jamais dit que nous ne devons pas travailler. Il exhorte d'ailleurs à la diligence. Ce même Dieu de la Bible a dit que tout est possible à celui qui croit. Il n'a jamais dit que tout était possible aux paresseux. Mais je crois au moins. Oui, mais si tu es paresseux, tu brises la parole.
Et quand tu poses la parole, tu sors de la volonté de Dieu. Et quand tu sors de la volonté de Dieu, l'exaucement ne viendra plus. Ok. Psaume 66, verset 18. Si j'avais conçu de l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Donc, au nom de la foi, on ne peut pas se croiser les bras. Au nom de la foi, on ne doit pas vraiment arrêter de travailler. Dieu veut que nous travaillions. D'ailleurs, il avait placé Adam en Éden. Il dit quoi en Éden? Adam, cultive la terre, travaille la terre. C'est à toi de changer ton environnement de vie, de modifier les choses, de rendre les choses meilleures pour faire que ta vie soit meilleure et la vie de la communauté et des autres aussi soit meilleure. Et je voudrais que l'Afrique soit tirée vers le haut dans ce sens. N'oubliez pas aussi, on dit lire pour comprendre, tricher pour réussir. Ça, c'est ce que les gens racontent. Je ne partage pas cet avis. Vous savez, l'un des pays les plus chrétiens au monde sur la terre actuellement, ce sont les États-Unis d'Amérique. Mais c'est la première puissance mondiale. Parce que les gens ne se sont pas croisés les bras simplement en train d'implorer Dieu. Non, ils ont aussi travaillé. Ils ont travaillé dans les plantations de façon très ardue. Ils n'ont pas travaillé que dans les plantations. Aujourd'hui, vous connaissez la Silicon Valley, où on nous sort toutes nos puces électroniques aujourd'hui qui alimentent nos différents appareils électroniques. L'Amérique travaille. Et je voudrais aussi parler, je voudrais également qu'on parle d'une Afrique qui travaille. Alors, il y a aussi un aspect, Pasteur Francis, dans certaines églises, on organise les moments de prière pour les élèves. Est-ce qu'on peut se fier, on peut espérer réussir parce qu'on a prié pour nous? Vous savez, la Bible est un livre oriental, donc qui nous vient de l'Orient. Et la Bible dit dans le Nouveau Testament que le salut vient des Juifs. Donc c'est de l'Orient que cela nous vient. Mais quand vous regardez le cultivateur juif de l'époque, il mettait la main à la terre, mais l'autre main, il la levait en prière. Donc, prier n'est pas mal. Mais attention, ne priez pas seulement. Mettez aussi la main à la terre. Ou alors, travaillez aussi. Si vous ne travaillez pas, il n'y aura pas de résultat. Parce que Dieu n'encourage pas la paresse. Dieu n'encourage pas les paresseux. C'est fondamental que nous puissions travailler. Abraham, qui est le père de la foi, regardez quelle était sa vie. Il était l'un des hommes les plus riches d'Israël. L'Israël de l'époque. D'ailleurs, c'est lui l'ancêtre d'Israël. L'un des hommes les plus riches de toute son époque. Il avait des milliers de bœufs, de têtes d'animaux qu'il gardait. Il avait des serviteurs en grand nombre, jusqu'aux Égyptiens. Beaucoup étaient ses serviteurs. Agar, dont on a parlé de l'histoire d'Agar avec Sarah. Agar était une Égyptienne, mais qui était une servante pour le compte donc de Sarah, la femme d'Abraham. Et Abraham lui-même avait plusieurs serviteurs. Donc vous voyez, il était le père de la foi. Mais et pourtant, regardez tout ce qu'il avait comme cheptel. Tout ce qu'il avait comme avoir. Donc, ne confondons pas les choses. Dieu veut que nous puissions travailler. Dieu veut que nous puissions nous appliquer. Dieu veut que nous puissions rechercher ce qu'il faut pour parvenir à quelque chose. Il y a des élèves qui s'appliquent, mais et qui prient même vraiment ardemment, on va dire ça comme ça, mais arrivé à la fin, les résultats sont toujours les résultats sont négatifs simplement parce qu'on ne travaille pas. Dieu n'avait jamais dit que je veux te satisfaire sur ta simple prière. Donc tu es paresseux, tu ne vas pas à l'école, tu ne respectes aucune règle. Il va à l'école, il travaille. Et parfois même, il n'arrive pas, il y a des gens, ils n'arrivent pas à comprendre, mais Dieu fait grâce, il est quand même admis à la fin. Vous savez, Dieu est libre de faire ce qu'il veut, il est souverain. Et il ne peut se soumettre à aucun jugement des hommes. Ça, c'est déjà un aspect très important. Qu'il choisisse de donner un examen à celui-ci ou à celui-là, pour qu'il n'ait pas étudié. Nous sommes là en cas des cas particuliers et qu'on ne peut pas généraliser et qu'on ne peut pas non plus établir comme des normes. Si vous l'établissez comme des normes, vous faites tout faux. Et c'est là où il y a plein d'erreurs dans les églises. On établit des normes là où ça ne devrait pas. On établit des doctrines là où on ne pouvait pas avoir une doctrine. Soyons équilibrés. La loi de Dieu dit dès le départ que l'homme gagnera son père à la sueur de son front. L'école est un moyen par lequel tu vas arriver à cette fin-là. Dans ces conditions, il faut que tu travailles. Si tu ne comprends pas une notion, tu dois te battre avant l'examen pour comprendre cette notion en travaillant, en consultant des amis qui comprennent, en embêtant ton professeur à l'école, en consultant Internet, etc. Aujourd'hui, quand nos enfants ouvrent Internet, c'est pour regarder quoi? Les leçons. Des films sur Netflix. C'est tout. Tout le monde a des comptes sur Netflix. Mais je voudrais qu'ils aient des comptes au ciel, mais qu'ils aient aussi des comptes dans leur manuel d'école. C'est important. Hier, les centres culturels avaient assez d'abonnés. Allez voir aujourd'hui. Ils ont disparu, ils ne sont plus dans les centres culturels. Hier, dans nos écoles, parce que l'Internet est venu faciliter hier, dans la nos chose. écoles, on avait des CDI dans nos écoles, des bibliothèques qui pouvaient aider les élèves. Aujourd'hui, allez voir où sont passés ces CDI. Oui, parce que chacun a son dictionnaire, chacun a son livre dans son téléphone. Ah, vous êtes sûr qu'ils en ont toujours? Certainement. Je vous apprends que tout le monde n'a pas un téléphone intelligent pour avoir un dictionnaire. Le téléphone intelligent coûte déjà assez cher. Donc vous voyez, on a ici un problème sérieux. Je dois dire, et j'insiste, la réussite d'un enfant dépend d'abord de lui. Dieu lui a tout donné.
Et vous savez, les petits Chinois ne s'autorisent pas de repos. D'accord. Allez voir à l'université américaine de Harvard comment les élèves étudient, les étudiants étudient, travaillent, Après, ça a vieilli. blanchissent de nuit Après, ça a vieilli, Pasteur pour Francis. trouver des formules, pour inventer des choses, des inventions terribles qu'ils vendent très cher et qui finissent par leur donner beaucoup d'argent. Vous voulez avoir de l'argent, vous ne travaillez pas. Vous êtes dans un rêve, vous êtes en train de rêver. Et vous perdez votre temps là en train de regarder les matchs. Voilà, le PSG, ceci, cela et cela. Qu'est-ce que ça va vous donner Je suis en train de jeter mon pain dans la mer. en regardant un match du PSG? Non, on allait à l'église. Vous savez, un jour, je me rappelle d'une histoire que je ne me quitterai jamais, je termine peut-être par là. J'étais en train de préparer mon BPC. Et ce jour-là, il faisait très très chaud. Je me suis passé à l'école, à l'époque, ça s'appelait, à côté du lycée Libération, je ne sais pas comment ça s'appelle maintenant aujourd'hui, il y avait un collège à côté qu'on appelait Raphaël Bouboutou. J'étais juste là. Et donc, je me suis placé sous l'ombre des arbres, j'étais en train d'étudier. Il y avait une fille qui était dans la même école que moi et qui passait avec son petit frère. Quand il m'avait étudié, malgré cette chaleur, elle a demandé à son petit frère de se moquer de moi. Donc, ils ont commencé à me jeter des boutades et tout le reste. Je n'ai pas répondu. Je suis resté calme, je me suis continué à me concentrer sur mes études. À la fin de l'année, j'étais admis. Elle était échouée. Elle avait échoué avec brio. Alors, cette histoire ne me quitte jamais parce que justement, j'étais en train de m'appliquer quand quelqu'un d'autre était plutôt en train de faire une promenade sur les arbres. Moi, je m'appliquais à étudier. C'est toute la différence. Si vous ne travaillez pas, vous n'arriverez nulle part. Pasteur Francis, merci. En tout cas, ça vous donne juste un peu.